S'il y a un sujet en ce moment qui est sans doute très compliqué à aborder et en même temps extrêmement nécessaire, c'est bien le bonheur. Et aujourd'hui, je reçois Alexandre Jost, qui est le fondateur de la Fabrique Spinoza, qui est un mouvement autour du bonheur citoyen, qui fait des études, du conseil, qui est également une communauté de bénévoles. Et avec Alexandre, pendant les 40 prochaines minutes, on va parler du bonheur en ce moment, dans cette période de Covid, du bonheur en ce moment, dans cette période complexe, très compliquée. Comment on peut être heureux, comment on peut garder espoir, vers quoi. Donc je vous laisse écouter cette conversation définitivement positive. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Bonjour Grégory. Est-ce que tu te sens heureux aujourd'hui ? Oui, c'est une belle journée aujourd'hui. On pourra voir ce que c'est qu'être heureux, mais en tout cas, je me sens au minimum joyeux en cette journée. Parfait. Donc, tu es le fondateur de la Fabrique Spinoza. Oui. On parle beaucoup de Spinoza et de bonheur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que Spinoza... rapidement peut-être, pas spécialement rapidement d'ailleurs, c'est quoi les théories de Spinoza autour du bonheur et pourquoi on en parle autant depuis quelques temps ? Je me demande si c'est pas Nietzsche qui a dit on a toujours deux philosophes qu'on aime, son préféré et Spinoza. Il y a quelque chose comme ça. Spinoza, je pense que c'est l'un des premiers vrais modernes. C'est quand même l'un des premiers psychologues et dans son livre L'éthique, il a une partie entière qui est consacrée aux émotions, à l'analyse des émotions et comment elles découlent les unes des autres. Donc il nous examine avec clémence et avec réalisme comme des êtres d'émotion et sans les condamner. Et je trouve qu'aujourd'hui, à une époque d'anxiété mais aussi de joie, en tout cas d'ascenseur émotionnel, avoir un philosophe qui s'intéresse aux émotions, c'est inspirant. Et puis, pour aller un peu plus dans ce sens-là, c'est un philosophe de la joie. Et il dit quand même que la joie est l'atteinte d'un plus haut degré de perfection de soi-même. Donc ça, je trouve ça aussi inspirant. On n'est pas uniquement dans le royaume de la morale ou de la vertu. Bien sûr, il y a la question de la bonne vie qu'il aborde, mais il s'intéresse à une vie qui permet d'atteindre la béatitude et la joie. Et puis, son autre manière d'être moderne, c'est qu'il a quand même donné lieu à des livres qui croisent philosophie et neurosciences, avec un livre de Damasio, L'erreur de Descartes, et puis l'autre, Spinoza avait raison. Alors forcément, j'aime bien ces livres. Et dans ces livres-là, c'est Damasio qui fait un parallèle entre la pensée de Spinoza et ce qu'on a découvert en neurosciences. Donc c'est l'un des premiers, on pourrait dire, neuroscientifiques sans le savoir. Et seulement 25 ans après Descartes, il est quand même à postuler une unité du corps et de l'esprit, en tout cas une non-dualité. Et ça aussi, je trouve ça inspirant. Donc, in fine, alors il avait un gros défaut, c'est qu'il était quand même il était misogyne. Il a dit les hommes règnent, les femmes sont régies et le monde est ainsi conforme à l'ordre naturel des choses. Bon, c'est pas terrible, mais on est en 1650. Donc, finalement, en résumé, c'est un démocrate, il croit en la joie, il est clément avec nous, il équilibre raison et émotion. Et pour toutes ces raisons-là, eh bien pour nous, c'est à la Fabrique Spinoza, justement, c'est une effigie et une inspiration. Alors effectivement, sur le côté misogyne, on va perdre des gens, mais on va essayer de mettre ça de côté si tant est que ce soit possible. On est dans une période compliquée. On est dans une période compliquée parce que il y a eu le confinement, parce qu'il y a maintenant cette idée où on est censé rentrer chez nous à 21h, on ne peut plus trop parler, on a des masques, ça coupe les émotions justement. On a eu dernièrement un attentat. Comment on fait pour être heureux dans ce contexte ? Est-ce qu'on peut continuer à être heureux dans ce contexte en fait ? Quand on a échangé avant l'émission, tu m'as dit que tu me poserais cette question et au moment où je l'entends, elle me paraît encore plus difficile. Je dirais que pour commencer, à défaut d'être heureux, il faut s'autoriser à l'envisager et donc poser la question. L'objet social de la Fabrique Spinoza, le mouvement du bonheur citoyen, on a eu des moments sombres. C'était que 90% des gens soient heureux en France et ça sent un peu le totalitarisme. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'un objet social plus raisonnable, c'était de
de placer le bonheur au cœur de la société. Et le placer au cœur, ça veut dire en débattre, comme on le fait aujourd'hui, s'interroger s'il est possible, effectivement par quels moyens, mais d'abord poser la question de sa possibilité, de sa pertinence. Et ce auquel je crois profondément, à la fois en termes de, idéologique, mais aussi en termes de vécu, c'est que quand on parle de bonheur, ça génère de la joie. Il y a une forme de prophétie auto-réalisatrice. Les gens aiment parler de ça. On aime parler de ce qui ne va pas, mais on aime aussi parler de bonheur. Et avant de créer la Fabrique Spinoza, j'avais créé les dîners du bonheur qui intéressaient et captivaient des amis. Tout ça pour dire que l'un des fondements de la Fabrique Spinoza, c'est de dire que le bonheur est un sujet inspirant, parce que c'est notre aspiration à chacun d'entre nous, consciente ou inconsciente, à droite ou maladroite, d'être heureux, que c'est un sujet qui est susceptible de nous guider en tant que société, qui a autant, si ce n'est plus, de vertu à s'interroger sur comment créer un cadre de vie collectif, de coexistence qui nous permet d'être heureux, qu'à s'interroger sur comment vaincre le terrorisme, l'islamisme, le Covid, la fin du multilatéralisme. Il y a autant de vertus à penser à bâtir qu'à penser à défendre. Et puis troisièmement, le bonheur est un sujet inspirant et utile. Les philosophes disent qu'il a une valeur instrumentale en plus d'avoir une valeur finale. C'est-à-dire que je peux l'utiliser comme un outil, en plus de l'utiliser comme un endroit vers lequel aller. Et pour exemple, quand les biologistes parlent du bonheur, ils peuvent avoir des définitions peu poétiques et ils vont dire « le bonheur est un état de fonctionnement optimal de l'organisme ». Optimal en termes émotionnels, en termes cognitifs, en termes intellectuels, etc. Et vu ainsi, le bonheur permet peut-être de prévenir la radicalisation, à nos organisations de mieux fonctionner, à nos démocraties d'embarquer les gens, à nouveau aux entreprises d'être créatives, aux soignants d'avoir les bons protocoles. Et donc, chaque fois qu'on pose une question de société, le bonheur apporte des nouvelles réponses. Mais alors, une question, parce que je sais que tu t'intéresses au bonheur individuel et collectif, et on va sans doute parler un petit peu de politique, mais je connais pas exactement les termes d'Emmanuel Macron lors de son dernier discours, mais il a dit entre autres qu'on n'était pas que des individualités, mais qu'on était un collectif d'individus, et que du coup, il y avait des obligations pour la collectivité, pour le bien de tous, mais donc du coup, en faisant ça, on réduit son bonheur potentiellement individuel pour le bonheur collectif. Est-ce qu'on peut vraiment associer bonheur individuel et bonheur collectif dans ce cadre-là ? Parce que, tu vois, là, on est dans un cadre où on a un couvre-feu qui ennuie plein de gens, mais qui est pour le bien collectif. Alors, oui, je pense que c'est possible. Peut-être prendre du recul et s'interroger sur la démocratie et les termes même de liberté. Moi, au départ, je suis ingénieur, pas dans le champ des sciences politiques, mais si j'ai bien compris, la vision anglo-saxonne de la liberté, c'est une non-privation de liberté, une non-privation de capacité de mouvement. Et donc, la liberté est définie outre-Atlantique comme par opposition à quelque chose. Alors qu'en France, la liberté passe par la création d'un cadre qui autorise certaines actions, certains comportements. Et je pense que, vu ainsi, on peut avoir un cadre qui apparaît contraignant, mais qui en fait autorise des choses. Et on peut se dire que les gestes barrières, les masques, toutes ces choses-là, à la fois nous privent, vision anglo-saxonne, mais en même temps nous autorisent à continuer à voir nos seniors, nous continuent à aller travailler, et ainsi de suite. Et vu ainsi, oui, c'est une époque difficile, mais on fait au mieux pour garder un peu de tout dans notre vie.
un peu d'activité économique, un peu de lien social, un peu de prise en compte des générations. Ça, c'est une première réponse. Et après, une autre manière de voir les choses, c'est quand même de dire que là, on touche le dur, qui est que on porte atteinte à des fondamentaux de l'être humain, qui sont son désir de spontanéité, de lien sans embâge et direct avec l'autre. On restreint la liberté de mouvement, on empêche ou on restreint l'accès à la nature en conséquence de ces diminutions de capacité de mouvement. Donc on touche à des substrats fondamentaux. Donc on ne va pas se le cacher, ça reste une époque difficile. Mais la fabrique Spinoza s'est définie comme le mouvement du bonheur citoyen. Et le lien avec la question, c'est l'appellation bonheur citoyen et non pas bonheur individuel. Et c'est le livre de Mathieu Ricard, Plaidoyer pour l'altruisme, qui nous rappelle que le premier bénéficiaire de l'altruisme, c'est celui qui le prodigue. Et donc, lorsque je restreins dans mon existence mes libertés pour le bien commun, eh bien, j'ai la capacité, si je prends du recul, si je conscientise ce que je fais, eh bien, de me réjouir de ce que je suis en train de faire pour le collectif. Moi, de temps en temps, je me dis, j'ai un micro-moment de satisfaction quand le matin, je pense à mettre du gel hydroalcoolique avant d'ouvrir la porte de l'immeuble, en me disant, bon, ça m'a pris 3 secondes, mais j'ai fait un mini machin qui est bien pour l'immeuble. Je pense qu'à chaque instant, on peut choisir comment on regarde les choses, à la fois ce que l'on perd, mais notre contribution au collectif. Donc pour toi, c'est une question de point de vue, en fait, le bonheur, finalement. Enfin, dans la manière dont tu le décris, c'est la manière dont j'envisage le monde modifie complètement ma manière d'envisager mon propre bonheur, la manière dont je me regarde moi. C'est assez étonnant de réaliser qu'en fait, le bonheur a été bien sûr réfléchi, pensé par des philosophes, mais aussi par des économistes. Et c'est l'OCDE qui, dans son guide de 2013, qui s'appelle Guidelines for Measuring Subjective Wellbeing, donc des guides et règles pour mesurer le bien-être subjectif. Dans cet ouvrage, eh bien, il suggère qu'il y a 3 formes de bonheur. Le bonheur émotionnel ou hédonique. Est-ce que dans notre podcast, toi et moi, on échange des bonnes émotions et quid de nos auditeurs? Ou est-ce qu'on est tous les deux stressés, anxieux, frustrés, machin? Bonheur, bon, j'espère que la réponse est claire, mais bon. Ensuite, bonheur cognitif, évaluatif, c'est est-ce qu'on est satisfait de notre vie en général? Est-ce qu'on recommanderait notre travail à d'autres? Donc là, on a des objectifs à atteindre. Est-ce qu'on les atteint? Et puis, 3e facette du bonheur, le bonheur eudémonique ou aspirationnel. Et je suis particulièrement sensible à celui-là. C'est est-ce que dans nos vies, même en ce moment, il y a quelque chose de plus grand que nous? Du sens, de l'appartenance, de l'utilité, de la reliance à une communauté, de l'amour, des choses comme ça. Et ces 3 facettes du bonheur eh bien, font que la vie est belle. Il faut qu'il y ait un peu des 3. Il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait de la réussite et il faut qu'il y ait du sens. Et vu ainsi, je pense que les moments qu'on traverse qui restent difficiles, alors je vais exclure les gens qui sont vraiment en grande difficulté, pas d'angélisme, ceux qui ont perdu leur travail, perdu des proches, qui sont à la rue, etc. Bon, eux, ils sont dans le dur et il faut juste collectivement et avec l'État qu'on les aide. Mais pour nous autres, pour qui les choses vont pas si mal que ça en ce moment, je pense que c'est notre capacité à faire sens de ce qui se produit, à faire émerger du sens. Et c'est Deloitte, dans un rapport qui s'appelle Sens interdit, en 2000, j'oublie la date, 2017, quelque chose comme ça, qui révèle qu'en entreprise, lorsqu'on interroge les gens sur est-ce que le sens vient de vous, du manager ou de l'organisation, ils sont quand même 30% à dire qu'il vient du collectif. Et donc, le sens vient de soi et du collectif. Il se suscite, il se fait émerger. Et en ce moment, moi, j'ai l'impression que ce qui fait que je suis heureux, c'est plein de choses. Ma femme, mon petit garçon, le fait d'être en bonne santé, etc., mes parents. Mais c'est aussi de me dire, bon, je fais ce qu'il faut en ce moment pour faire ma part en cette période. Donc, oui, on porte atteinte en ce moment à des fondamentaux de notre épanouissement, mais
on a chacun notre petite manière de faire pour contribuer à donner du sens à cette crise. Et pour terminer de répondre à ta question, Grégory, je crois que c'est de l'ordre de 70% des gens dans le baromètre de la fraternité qu'on a monté avec un collectif associatif, 70% des gens pendant le confinement qui avaient appelé des personnes âgées isolées pour prendre des nouvelles. C'est un tout petit geste, mais juste faire ça dans une journée, ça peut paraître ridicule en comparaison de la magnitude des enjeux auxquels on fait face, mais ça fait du bien et on fait notre part. Alors là, j'ai plein de questions. Alors du coup, super. Du coup, je sais pas comment je vais les donner. Ok. Je vais te les poser. Je vais en poser au moins 2, et puis après. Tu me dis si je réponds plus court pour répondre à plus de tes questions. Hein. Il y a une question qui est simple, l'autre qui est un petit peu compliquée. D'accord. La première qui est simple, c'est un des conseils qu'on nous donne beaucoup, ou qu'on donne beaucoup dans l'absolu, c'est de faire du journaling, et en particulier le matin ou le soir, de réfléchir ce pourquoi on est heureux, ou en tout cas qu'est-ce qui nous a rendu heureux dans la journée, ou qu'est-ce qui va nous rendre heureux dans la journée, et en quoi on est reconnaissante. Donc ça, c'est une question qui en est plus ou moins une, mais en tout cas, qu'est-ce que tu en penses? Et la deuxième question, qui est pour le coup, elle, plus complexe, c'est selon toi, vers quoi on va et qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce qu'en fait, je crois que dans le bonheur, dans la notion de bonheur, il y a aussi une question de projection et d'espoir. Et j'ai l'association, en tout cas c'est mon cas, que dans cette période qui est très complexe, on a du mal, et je crois que le terme est assez faible finalement, à se projeter par rapport à ce qu'on a expérimenté avant, en tout cas sur les dernières décennies. Alors la première est simple, la deuxième est plus complexe. D'accord, je fais la première plus vite parce que j'ai très agréablement la deuxième. Mais la première, oui, c'est une technique qui est recommandée par des scientifiques, notamment issus de la psychologie positive. La gratitude est un muscle que l'on peut travailler, et ça me paraît important. Et là-dessus, toujours pour faire le lien entre soi-même et le reste du monde, se dire qu'on peut développer sa gratitude vis-à-vis de l'autre. Il y a des organisations qui font ça, qui suggèrent à leurs collaborateurs de faire des exercices de gratitude pour se remercier les uns les autres. Ça me paraît intéressant. Il y a aussi Barbara Fredrickson dans son livre Love 2.0. Alors, ça donne l'impression d'être un livre pour faire des rencontres sur Tinder, mais en fait, non, c'est pas ça du tout. C'est un livre sur la plus grande scientifique que je connaisse, avec Goldman, de l'amour sur la planète, qui suggère qu'il est possible toujours de cultiver des micro-moments d'amour, ou en me mettant en résonance émotionnelle avec l'autre, en étant en écoute profonde, eh bien, je suis en capacité de ressentir une émotion qui est la même que l'amour que je peux avoir pour mes parents, mes enfants, mon compagnon ou ma compagne. Et donc, dans la même veine, on peut cultiver gratitude et amour. Et non, ça n'est pas artificiel. C'est juste une manière de devenir meilleur et de diriger sa circuiterie neuronale vers un horizon qui est souhaitable. Comme ça fait lien avec ta deuxième question, Grégory. Alors, sur horizon souhaitable... Eh oui. Déjà, je voudrais dire que là, on est confortablement installé dans un studio, que moi, j'ai la chance d'avoir été élevé avec de l'amour et que je viens d'un monde privilégié. Je me suis battu, j'ai eu des soucis dans ma vie, mais je viens d'un monde privilégié. Donc, je voudrais juste dire que ce que je vais exprimer n'est pas un manque de considération pour tous les parcours de vie difficiles. Et pour autant, moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui s'ouvre. La grande réalisation qui m'est arrivée pendant le confinement, c'est celle de l'interdépendance. Moi, mon petit garçon, qui avait 2 ans il y a quelques mois, eh bien, en lisant ses livres, notamment des imagiers sonores, j'ai découvert le son du rossignol, de la pie, etc. Je me suis étant confiné, je me suis mis à l'ornithologie. Ça m'a donné envie d'être plus en lien avec la nature. Et parallèlement, on a vu à quel point nos fonctionnaires en particulier, mais aussi tout un tas de métiers essentiels étaient en première ligne et qu'on ne pouvait rien faire sans eux. Et sans l'État en particulier. Les entreprises ont compris que notre système capitaliste, il repose aussi sur toutes ces personnes-là.
Et ça a été la deuxième réalisation d'interdépendance. Un, on a vraiment besoin du vivant. Même quand on est confiné, on a besoin du vivant. Et deux, on a vraiment besoin les uns des autres. C'est Christophe André et Rebecca Shankland, qui disent dans leur livre « Éloge de l'interdépendance » que l'on a tendance à oublier dans notre société individualiste à quel point tout dépend de l'autre. Je me réveille le matin, je me dis « Allez, je suis un battant, je vais avoir une belle journée et puis envers et contre tout va bien se passer. » Le lit dans lequel je dors, ce lit-là, il est le résultat du travail de centaines de personnes, en comptant ceux qui l'ont acheminé, ceux qui l'ont pensé, designé, le bois dont il a été fait. On est infiniment interdépendants. Lorsque je suis face à une montagne et qu'on me demande si je me sens capable de la gravir, eh bien ma réponse n'est pas la même selon que je suis seul devant la montagne ou qu'il y a quelqu'un à côté de moi. S'il y a quelqu'un à côté de moi, j'ai le sentiment que la montagne est moins pentue et on peut quantifier le nombre de degrés d'aplanissement magique de la montagne parce qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Toujours extrait du livre de Christophe André. On est profondément interdépendants. Une fois qu'on a compris ça, moi, le chemin que j'aimerais ouvrir, et on a produit un programme politique à la Fabrique Spinoza qui s'intitule 170 propositions pour un monde plus verdoyant. Et on va les citer une par une. Ah oui. Alors, vous avez du temps, vous nous écoutez, mettez en pause le podcast, allez boire un peu et puis... donc, c'est 170 propositions pour un monde plus heureux, plus fraternel et plus verdoyant. Mmh. Et dans ce programme, on propose de commencer par réaliser expérientiellement notre interdépendance. Qu'à l'école, on ait la présence du végétal et de l'animal pour réaliser à quel point on a besoin pour nous sentir bien du vivant. On propose également d'ouvrir une convention citoyenne qui réfléchit sur la rémunération juste des métiers, de telle sorte à ce que 150 citoyens mis ensemble réagissent, délibèrent pour dire alors finalement un caissier, une caissière, un infirmier, une infirmière, un programmeur, un banquier, un assureur, eh bien dans quelle mesure on a essentiellement besoin de ce métier-là. Très quasiment communiste comme vision. Ah alors oui, merci de dire ça parce que ça me permet de corriger un contresens éventuel. C'est que pour nous c'est une convention qui ne décide pas des métiers, mais qui établit une échelle de valeur collective pour après que chacun ait ce miroir en face, se disant voilà l'utilité ressentie de mon métier par les autres et qu'est-ce que ça me fait. Comment est-ce que je fais pour rendre mon métier encore plus utile. Et cet troisième exemple de chemin pour ressentir l'interdépendance, il existe aujourd'hui une école de la philanthropie qui emmène des élèves dans des hôpitaux pour les faire s'occuper de petits camarades qui sont hospitalisés. Et en allant dans les hôpitaux, ils amènent de la joie, ils amènent des gâteaux qui sont fabriqués, etc. Et si dès un jeune âge, on apprenait, on découvrait profondément ce sentiment fraternel, ce sentiment philanthropique, ce sentiment de gratitude, alors je pense que le monde serait différent. Et pour moi, le monde qui s'ouvre, c'est un monde sans doute de choc, on va être bousculé, peut-être même de chaos religieux, écologique, politique, etc. Financier. Mais dès l'instant où on réalise en profondeur, expérientiellement, notre interdépendance, alors on ouvre un champ totalement différent de réflexion politique. Et tout ce que je dis peut paraître très éthéré, et pour un peu faire un contrepoint pratique, c'est quand même l'initiative Mindfulness en Angleterre et Mindfulness France. En Angleterre, ils ont réussi, en France, ils sont en chemin, qui a réussi à faire méditer des parlementaires avant certaines sessions de la Chambre des représentants et la Chambre des lords, de telle sorte à ce qu'ils soient centrés, à ce qu'ils aient un maximum de bienveillance, un maximum d'écoute, et que jusque dans les délibérés parlementaires, il y ait un sentiment d'interdépendance et pas uniquement d'opposition. Et donc, une idée très éthérée comme celle-ci, elle peut trouver son ancrage dans énormément d'endroits. On pense également que dans le champ économique, eh bien, dans les secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation,
la culture, le savoir, l'énergie, etc. Dans ces secteurs-là, il faudrait qu'il y ait une entreprise à mission ou que les entreprises, lorsqu'elles atteignent une certaine taille, se transforment en entreprises à mission. C'est-à-dire des entreprises qui déterminent une raison d'être et le mettent au cœur de leur fonctionnement. Et ça, à nouveau, c'est encore une autre manière, cette fois-ci dans le champ économique, d'insérer le sentiment d'interdépendance et de voir comment il se traduit de manière très opérationnelle, puisque en termes économiques. Et alors, avant qu'on commence l'émission, tu me parlais d'une citation dont que j'ai plus précisément en tête, qui était l'interdépendance avec soi-même, en fait. Enfin, donc, le bonheur, c'est amener son château avec soi ou... Oui, c'est Robert Misrahi qui dit que le bonheur, c'est se déplacer avec son château intérieur. Tu me demandes en quoi ça fait écho avec le sentiment d'interdépendance. Puis aussi de parler de lien à soi, tout simplement. Oui, c'est vrai. Tu m'as dit que pour toi, les 3 thèmes de l'émission, c'est le lien à soi, le lien à l'autre et le lien à la nature. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire société si on ne cherche pas à grandir soi-même, et que chercher à grandir soi-même, c'est se reconnecter à soi-même. Malheureusement, il y a des termes comme le développement personnel qui sont galvaudés, et sont galvaudés pour 2 raisons. La première, c'est que il y a beaucoup de gens sincères, mais il y a aussi quelques charlatans dans ce domaine-là. Il y a des ouvrages qui sont un peu scientifiques sur le sujet, et donc ça attire la méfiance. Et puis le terme en lui-même suggère qu'on se développe soi, alors qu'en fait le développement personnel est aussi le développement pour l'autre. Et je pense que c'est Gaël Brûlé, notre ancien directeur scientifique, qui dit dans son livre, j'ai oublié le titre, je crois que c'est Petit chemin de bonheur vers le... j'ai oublié, bon tu me pardonneras Gaël, il dit qu'on pourrait privilégier le terme de développement collectif. Le développement collectif, c'est le fait de se développer soi, mais soi pour l'autre. Aujourd'hui, la religion ne joue plus ce rôle d'inviter l'individu à se développer en vue de quelque chose de plus grand que lui. Et donc, on a un vide qui est qui nous invite à la fraternité, qui nous invite à nous reconnecter à nous-mêmes en vue d'être, comme dit Dostoïevski dans Les Frères Karamazov, le Tsaretz Zosizm, en vue de servir l'autre. Et je trouve que ça me paraît important. Et en disant cela, toujours dans ma tête, il y a un petit mulot qui trotte et qui se dit il faut avoir déjà une vie suffisamment sécurisée pour se permettre cela. C'est pas vrai que si on a deux métiers, qu'on a plusieurs enfants, qu'on a beaucoup de transport, qu'on est stressé par le loyer, qu'on a un petit appartement, qu'on peut faire ça. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à ceux d'entre nous qui ont le loisir de le faire, chercher à faire grandir, se faire grandir en conscience et embarquer d'autres avec nous. Et alors justement, comment on fait pour embarquer toutes ces personnes, ces 10 millions de Français qui sont dans l'extrême pauvreté finalement? Enfin, selon toi, parce qu'effectivement, tu as raison, je pense que se poser la question du bonheur, c'est une question quelque part luxueuse d'une certaine manière. Et en même temps, ça ne veut pas dire que nécessairement les gens qui n'ont pas les moyens de se poser la question ne se la posent pas, parce qu'ils se la posent aussi en réalité. Donc comment on fait pour les embarquer, ces gens-là? Enfin, je sais pas, parce que c'est aussi un acte politique finalement, la Fabrique Spinoza. Oui, tout à fait. C'est un acte profondément politique, transpartisan mais profondément politique. Enfin, je pense que on nous a beaucoup critiqué à la Fabrique Spinoza d'avoir une vision subjective du bonheur, c'est-à-dire qui s'appuie sur les déclarations et pas sur les éléments objectifs de vie. Je suis persuadé qu'il faut les deux et que notre société ira bien à la fois lorsqu'il y aura moins de crimes, d'actes violents, et lorsqu'il y aura un sentiment accru de sécurité. Les deux seront là. Ayant dit cela, il faut donc œuvrer de manière infatigable à ce que
chacun ait un logement, à rééquilibrer selon l'échelle de valeur dont je parlais tout à l'heure, les rémunérations, etc. En même temps, c'est Amartya Sen qui dit, il parle, je crois, dans son livre, comment il s'appelle son livre ? C'est Capabilities peut-être. Il parle du syndrome du happy homeless, c'est-à-dire qu'il est possible quelles que soient ses conditions de vie, eh bien, de trouver les ressorts intérieurs pour aller bien. Bon, vaste programme. Je pense que quand on sait que y a un TEDx où on voit une femme de ménage à la NASA qui a l'air heureuse et on lui dit mais comment ça se fait ? Et elle dit moi je contribue à faire décoller les fusées. Parce qu'elle sait qu'en maintenant des espaces de propreté, eh bien, les ingénieurs, hommes et femmes, vont pouvoir dessiner des fusées qui décolleront. Donc, je pense qu'il y a quand même des chemins. Bon, il reste difficile. Après, peut-être pour avoir un peu d'espoir, se dire aussi que nos modes de vie vont profondément changer, que les villes vont se transformer, que peut-être on va faire face à une désurbanisation, un retour à la nature, et pas seulement des bobos parisiens néo-paysans ou néo-pâtissiers, mais aussi des gens qui se disent finalement être dans une ville aussi minéralisée, avec autant de béton, avec des transports qui m'inquiètent en termes sanitaires, peut-être que je préfère être dans un endroit qui est moins urbain, plus proche de la nature. Et on n'est pas à l'abri, comme dirait l'Institut des futurs souhaitables, et il termine toujours sa phrase avec quelque chose de positif, on n'est pas à l'abri d'un miracle, et qu'on imagine une société dans laquelle ce qui nous rend heureux n'est pas le virement qu'on a à la fin de du mois sur notre compte en banque de notre employeur, mais où on recrée une socialisation plus locale, plus intime, plus verte. Et je pense que dans une société qui se transforme comme celle-ci, c'est peut-être à 30 ans, à 50 ans, mais le bonheur sera mieux partagé. Parce que dans une telle société, en fait, la vie est plus locale, l'éducation se fait différemment, et les rapports humains se retissent à un niveau plus fin. Pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai reçu sur ce podcast Mogodat, dont on a parlé ensemble, et puis Frédéric Lopez. Et en fait, tous les deux disent un peu la même chose, et ça va dans le sens de ce que tu racontes, c'est pour ça que je me permets. Quand il posait la question, alors, Mo, qui lui vient d'Égypte et qui a connu l'extrême pauvreté, et Frédéric Lopez, qui est allé au-devant de communautés qui étaient... souvent dans des conditions assez terribles. En fait, comment ça se fait qu'ils étaient heureux malgré tout, ou en tout cas comment ça se fait qu'ils avaient le sourire, qu'ils chantaient, etc. Et en fait, les deux disent la même chose. C'est cette interdépendance, savoir que tu peux compter sur l'autre, fait que quelque part il y a une forme de bonheur. Après, bien sûr, comme toi, je suis pas du tout en train de défendre l'idée que quand tu es pauvre, tu peux être très heureux. Enfin, sans doute que oui, mais c'est certainement pas une condition nécessaire ou indispensable, évidemment. Enfin, je crois qu'il y a toute une question de partage des richesses. Ça, c'est sûr que on a un gros sujet là-dessus. Je vais changer de sujet pour parler des réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel tu es à l'aise, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'on s'est mis en dépendance totale avec les réseaux sociaux qui, eux, ont utilisé beaucoup de neuroscientifiques, psychologues, pour finalement nous, quelque part, sortir notre bonheur, ou en tout cas la dopamine à l'extérieur de nous, dans ces réseaux, et donc du coup on y retourne comme des chiens de Pavlov pour aller chercher notre petite récompense qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est-à-dire un like, un commentaire, quelqu'un qui nous ajoute, un message privé positif, etc. Donc on va chercher comme ça, de manière un peu... maladive, notre petite dose de dopamine. C'est quoi ton avis, c'est quoi ton recul sur les réseaux sociaux et sur notre relation au bonheur ? Alors, je pense que plus que jamais, on a besoin de revenir dans le monde réel. Je parlais tout à l'heure de notre rapport à la nature.
on a une substitution du rapport digital au rapport à la nature. Juste en passant, ne diabolisons pas tout ce qui est digital, dans la mesure où le digital est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer à travailler pour les professions tertiaires. Malgré tout, quand on voit que des enfants de 11 ans, lorsqu'ils sont emmenés par des éducateurs en forêt et se mettent pieds nus et disent « Ah, l'herbe c'est sale », on sent qu'il y a un problème, qu'il y a une déconnexion. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, au-delà des attributs, de lien humain, enfin, au-delà des capacités de créer du lien humain des réseaux sociaux, on a d'abord besoin de retrouver du physique, du lien physique entre nous, du lien avec la nature. C'est Lisa Garnier, l'écologue et l'auteur, chez Actes Sud, qui dit que entre 1950 et quelque part dans les années 2000, on a une diminution de plus de x2 du nombre de termes de nature dans les chansons du top 100. On a de moins en moins d'évocations d'arbres, d'oiseaux et a fortiori de peupliers, d'ifs ou de cyprès. Et on parle même d'extinction d'expériences de nature ou d'amnésie environnementale. Et je pense que ce sujet-là, il est plus important. C'est de ça dont nous avons besoin. Alors après, pour malgré tout nuancer mon propos, c'est Duc Aduong, le créateur d'Officience, qui dit quand on s'exprime sur un réseau social, on internalise le regard, les sociologues disent on introjecte, on projette à l'intérieur de soi le regard de tous ceux qui peuvent nous suivre. Et ça, je trouve ça intéressant parce que, à l'image de Teilhard et Chardin qui parle de noosphère, c'est-à-dire d'une couche d'idées qui recouvrirait la Terre, on est aussi en train de se relier à une multitude quand on s'exprime sur les réseaux sociaux. Alors, tu vas me dire, oui, enfin, on finit aussi par se traiter de nazis. Et puis surtout, on se connecte dans des bulles qui nous renvoient que ce que l'on pense déjà. Donc, en fait, oui. les algorithmes sont faits de cette manière-là. Oui, c'est l'effet halo, l'effet sphère, bulle. C'est vrai. Mais malgré tout, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'avoir une pensée vraiment où on examine les deux facettes. Et les réseaux sociaux sont aussi une manière de grandir en termes émotionnels, en s'interrogeant sur quelle est l'émotion qu'on ressent et qu'est-ce qu'on exprime. Facebook qui élargit la palette au-delà du like pour aller vers de la compassion, la colère, etc. Je trouve que c'est intéressant. Donc, c'est un peu comme tout, hein. On peut faire un bon usage ou un mauvais usage des réseaux sociaux. Moi, mon invitation, c'est à pas surdévelopper son existence dans le virtuel et la garder auprès de ceux qu'on aime. Pour mémoire, hein, j'adore citer cette étude, bien qu'elle donne le sentiment d'être macabre, mais c'est une infirmière en centre de soins palliatifs qui a fait une étude qu'elle a publiée sous le nom de « Les 5 regrets des mourants », où elle interroge les gens sur l'article de la mort, et les gens répondent que parmi leurs 5 premiers regrets, l'un d'entre eux, c'est de ne pas avoir suffisamment communiqué ses émotions, et en particulier dit aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et donc ça me paraît fondamental. Et ça boucle un peu sur ta question de tout à l'heure. C'est ce qui fait qu'on est heureux dans l'existence, malgré tout. Hein, c'est l'étude de Harvard sur 70 ans, l'étude Grant, qui dit que c'est l'amour. Donc développer sa capacité à aimer, 2, le communiquer aux autres, 3, se relier sainement à la nature, 4, essayer d'être un élément positif dans sa vie professionnelle au quotidien, pas être un collègue toxique, et après faire société, c'est-à-dire avoir un rôle qui dépasse celui de son appartement et son travail. Déjà, ça me paraît faire une belle passerelle entre être heureux soi et contribuer au reste du monde. Quand je dis tout ça, je suis vraiment pas dans le champ de la morale, hein. On fait tous ce qu'on peut, hein. Mais à la Fabrique Spinoza, on développe une communauté qu'on appelle de passeurs du bonheur citoyen, en francophonie, dans 25 villes jusqu'à Nouméa. Et ces gens
viennent nous voir en nous disant, moi la phrase qui me marque, ils disent toujours, je suis venu voir la Fabrique Spinoza parce que j'ai découvert que je n'étais pas seul. C'est-à-dire, je suis pas seul à me dire, il est possible de parler du bonheur, il est possible de faire sa part, il est possible de trouver des gens qui ont le même élan, malgré 3 petits points, et le 3 petits points est long. Le 3 petits points, c'est tout ce dont on a parlé. Bien sûr, bien sûr. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. J'ai envie de claquer la porte à nos angoisses, à nos peurs. J'ai eu peur cet été, j'ai eu peur du Covid, alors que je suis un ancien jeune, j'ai 43 ans. Donc j'ai envie de claquer à nos angoisses, de pas nous replier, pas être dans notre cerveau reptilien. Et j'ai envie d'ouvrir à l'espoir, à que une émission, un podcast comme celui-ci, c'est une invitation à penser large, à penser collectif, à nous rappeler qu'on peut compter les uns sur les autres, et que si on compte les uns sur les autres, eh bien, on n'est pas seul. Et tant qu'on n'est pas seul, interdépendant et conscient de ça, eh bien, tout espoir est permis. Super. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.